Cette première étape de notre projet, de notre formation sur DVD, consiste à dessiner la maison uniquement dans son volume extérieur et de façon assez simplifiée. L'objectif étant de permettre aux personnes qui n'ont jamais utilisé SketchUp de se familiariser avec les principales options du logiciel. L'idée générale de SketchUp est toujours la même. Vous avez différents outils de dessin qui sont ici. Donc l'outil sélection classique qui est la petite flèche et par exemple l'outil rectangle ici. Je clique dessus. Ensuite, je fais un clic sur mon plan de travail et un seul clic, je clique. Vous pouvez lâcher votre souris une fois que vous avez votre clip. Si vous bougez, vous voyez que votre option est en cours de route. Puis un autre clic à l'endroit où on veut faire arriver notre rectangle. En fait, on dessine la diagonale. Et j'ai comme ça dessiné un rectangle. Un clic, un clic, un clic, un clic. Et en fait, tous les outils sont pareils. Vous voyez, si je prends le rond, un clic, un clic. Si je prends le polygone, un clic, clic, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ces formes, eh bien en général, on va les mettre en volume grâce à un autre outil qui est ici, qui est le pousser-tirer. Et pareil, un clic, je peux lâcher ma souris, si je bouge quand même, ça bouge, un clic pour terminer. Un clic, 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 un clic. Voilà, très grossièrement, le principe de base de SketchUp, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La deuxième notion de base qu'il est bien de commencer à prendre en main dans SketchUp, parce que vous en savez autre chose, c'est la navigation dans le volume. Pour naviguer dans le volume, l'idéal est d'avoir une souris très classique avec une molette de souris qu'on peut faire rouler ou sur laquelle on peut appuyer. Parce qu'en faisant rouler la molette de souris déjà, comme pour naviguer par exemple sur Internet, vous allez pouvoir zoomer en avant ou en arrière sur un point ou un autre de votre écran. Vous voyez, si je pointe ma souris sur un point, c'est sur ce point que je zoome, donc il est important de pointer sa souris. Voilà. L'autre élément important va consister à pivoter, à faire pivoter le modèle, à tourner autour de notre modèle. Et pour ceci, on va à nouveau utiliser notre molette de souris, sauf qu'au lieu de la faire rouler, on va l'utiliser comme un bouton normal, c'est-à-dire que je peux cliquer sur ma molette comme un bouton. Et vous voyez, quand je clique, mon icône change de forme. Et si je fais un cliquer glisser, c'est-à-dire que je tiens le doigt enfoncé sur la molette et que je bouge, je peux tourner. Ne pas hésiter à le faire en plusieurs actions pour tourner autour de notre modèle et donc changer notre angle de vue, dans un sens ou dans l'autre. Voilà les principales options de navigation. Dernière option de navigation importante, un peu moins utile mais quand même très pratique, c'est pour faire glisser notre plan de travail, ce qu'on appelle l'option panoramique, la petite main qui est ici en fait. Je ne vais pas cliquer sur la petite main, je vais cliquer sur ma molette comme pour l'orbite, mais en plus avec mon autre main, je vais maintenir enfoncé la touche Shift majuscule de mon clavier, ce qui me permet de faire glisser le modèle. Voilà. Ainsi, j'ai accès à toutes mes options de navigation, le zoom, l'orbite et le panoramique. Voilà, c'était une petite présentation rapide de la manipulation de base de SketchUp avant d'attaquer le dessin de la maison, ce qu'on va faire maintenant. Moi, je vous encourage à bien faire ces petites manipulations comme moi, quelques formes au début, si vous n'avez pas du tout l'habitude de SketchUp. Sinon, vous pouvez vraiment passer à la suite et commencer à dessiner la maison. Je vais annuler un petit peu tout ça avant de passer à la suite. Donc pour annuler, je peux appuyer sur le bouton qui est ici ou utiliser la touche sur PC CTRL plus Z, sur Mac la touche Option Pomme plus Z. Autant de fois que nécessaire. Voilà. Maintenant que les manipulations de base de SketchUp nous sont plus familières, j'espère que si elles ne l'étaient pas du tout avant, vous avez bien pris le temps de les pratiquer. Nous allons dessiner le volume de base de notre maison, notamment en saisissant des codes très précis. Je vous encourage donc à consulter régulièrement le petit plan PDF qu'on vous a fourni dans le DVD avec tous ces codes. Je citerai toujours les codes que je vais saisir, mais c'est quand même pratique de les avoir sous les yeux. Donc la première étape, c'est de nous poser un rectangle de base d'une largeur de 1055 cm et d'une profondeur de 765 cm. Comment je fais ? Je prends l'outil rectangle, je fais un clic pour démarrer mon rectangle, un clic pour le terminer, je lâche ma souris et je constate que en bas, en droite, j'ai les cotations qui apparaissent séparées par un point virgule. Eh bien, j'ai plus qu'à retaper sans toucher à ma souris les nouvelles cotations. Donc, je tape sur mon clavier 1055, point virgule, 765, largeur, profondeur, et je valide avec la touche Entrée. Mon rectangle a été redimensionné. Pour mettre ce rectangle en volume, pour le pousser-tirer, c'est pareil. Je prends l'outil pousser-tirer, je fais un clic sur la surface, je bouge un petit peu, je reclique, je lâche ma souris, je vois que j'ai une cote qui apparaît en bas, ici 310 cm.
Moi, je veux mettre une hauteur de 3 mètres. Donc, je pourrais taper 300 cm ou alors, je tape 300 et je précise M pour dire 3 mètres. Et il comprendra très bien. J'hésite pas à revenir sur l'outil sélection quand j'ai fini. Souvenez-vous que vous pouvez tourner autour de votre modèle en appuyant sur la molette de souris et zoomer, bien entendu, ou en appuyant sur la suite et la majuscule pour faire panoramique. C'est toujours pratique de naviguer autour de son objet. L'étape suivante va consister à dessiner 2 rectangles sur cette face-là et sur la face-là, de la même largeur que là, mais d'une hauteur de 13 cm pour marquer un peu la base de notre toit. Donc je vais prendre l'outil rectangle, dessiner un clic dans cet angle-là, un premier rectangle où je me préoccupe que de la largeur à l'œil. Vous voyez que ça s'accroche sur des points rouges ou bleus. Je clique et je lâche ma souris. Si je regarde en bas à droite, je vois 1055 cm, ça c'est bon, point virgule, 109 cm, ce qui ne me convient pas. Donc je vais taper point virgule 13 cm, 13 cm pour mettre une épaisseur précise. Et ça ne règle que la largeur. Et j'ai plus qu'à recommencer de l'autre côté. Donc j'utilise ma molette de souris en appuyant dessus pour tourner autour de mon modèle. Et je recommence. Un clic dans l'angle, je fais toute la largeur. Un clic, je vérifie ici que tout est bon. Et je tape point virgule 13 cm et je valide. Voilà pour l'épaisseur pour ces deux éléments. Je vais pouvoir pousser-tirer tout ça pour commencer à mettre en place mon débord de toit. J'ai un débord qui dépasse de 50 cm. Donc je prends l'outil pousser-tirer. Précisément avec la pointe de ma flèche rouge, je vise mon rectangle, un clic, je bouge un petit peu ma souris, je reclique et je tape 50 et je valide. Je peux aller de l'autre côté, je pourrais recommencer ou alors en double-cliquant 2 fois de suite, 1, 2, je fais le même pousser-tirer. Donc j'aurais pu ressaisir, voilà, mon débord de toit est en place. La dernière étape, un peu plus complexe, va commencer à utiliser l'outil ligne et l'outil déplacer. L'outil ligne est ici, donc l'outil ligne est comme tous les autres, un clic je démarre une ligne, un clic je la finis, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, jusqu'à ce que je referme. Bon là je vais annuler parce que ça servait à rien. Mon idée est de faire un clic sur le petit point bleu clair qui est ici, qui indique le milieu de la ligne sur laquelle je me trouve, un clic, et venir chercher le milieu de l'autre côté, un clic, ce qui me permet de dessiner, vous voyez, l'arête de base de la faîtière de mon toit. Une fois que je l'ai fait avec l'outil ligne, donc l'outil ligne c'est bien le petit crayon, je prends l'outil sélection, et je fais un clic pour sélectionner ma ligne. Un clic. Voilà. Et cette ligne, je vais la déplacer vers le haut. L'outil déplacer de SketchUp, il est ici. Si je clique dessus, et que je clique sur ma ligne, un clic, et que je bouge, ça déplace la ligne, n'importe comment. Donc là, il faut être bien attentif. Regardez, vous avez un petit pointillé, et à un moment où le petit pointillé va être bleu, ça veut dire que vous montez bien droit. Là, il faut être bien attentif. Je monte un petit peu, je reclique, et je lâche ma souris. Actuellement, je suis monté de 205 cm et moi, je voudrais monter de 250 cm. Donc, je vais taper 250 cm et je vais valider avec la touche Entrée. Et voilà, je ne reste pas sur l'outil déplacer. Tout de suite, je reviens sur l'outil sélection. Notre volume de base est maintenant prêt avec des cotes précises. Je peux d'ailleurs les vérifier en utilisant l'outil cotation qui est ici. Il n'est pas très dur à utiliser. Regardez, un clic sur l'outil cotation et après, je fais un clic sur un angle. Un clic sur un deuxième angle et hop, je bouge un petit peu et j'ai posé une cote. Dans les cas simples, je peux aussi cliquer directement sur la ligne pour faire une cote. Donc vous voyez, si je mesure un petit peu tout ça, je peux m'amuser à coter un petit peu toute ma petite maison. Donc évidemment, là c'est 287 parce que j'ai enlevé 13 cm. Un clic sur un angle, j'ai mes 13 cm. Voilà. Et par exemple, je pourrais faire un clic sur l'angle qui est là. Un clic sur le sommet du toit pour vérifier la hauteur totale. 3 mètres plus 250, ça fait bien 550. Voilà, je peux vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes cotations. Avec l'outil gomme qui est ici, je peux venir supprimer sans problème mes petites cotations en cliquant dessus. Voilà. En vérifiant mes cotations, j'ai réalisé que j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, si je prends l'outil cotation là, et je fais un clic dans un angle, un clic dans l'autre et que je bouge un petit peu, je vois que je suis à une hauteur de 550, je voulais être à 650. Pas de panique, nous allons rattraper le coup. Je prends l'outil sélection, je sélectionne l'arête du toit, puis avec l'outil déplacer, je fais un clic sur mon arête de toit, je bouge un petit peu en suivant bien le pointillé bleu et je reclique. Et là, je tape 100, du coup ça corrige à 100 cm, ma cote est maintenant bonne. Avant de passer à la suite, juste un petit rappel sur l'outil de navigation. Donc le zoom en faisant rouler la molette de souris, vous connaissez bien en pensant bien à viser avec votre petite flèche.
L'orbite, en appuyant sur la manette de souris, en faisant un cliquer glisser sur votre manette de souris, vous pouvez tourner autour du modèle. Là encore, vous connaissez bien. Et un petit peu plus compliqué, en appuyant sur la manette de souris et en faisant la touche majuscule, vous pouvez faire glisser votre plan de travail. C'est ce qu'on appelle l'outil panoramique. Un petit complément par rapport à ces trois outils, c'est le bouton zoom étendu. Le zoom étendu, c'est le petit bouton qui est ici, qui permet d'un seul clic de revenir à un zoom qui englobe l'ensemble de votre modèle. Quelle que soit votre position, si vous êtes très très loin, ça va revenir à un zoom plus raisonnable. Voilà, vous voyez, quel que soit l'angle de vue, je vais pouvoir retrouver un zoom idéal par rapport à mon modèle. Donc c'est très pratique. Nous allons maintenant représenter la petite extension de maison que vous voyez représentée ici sur le plan. Vous voyez cette petite extension qui est ici. C'est pas un dessin si simple que ça à faire parce qu'il y a des parallèles, des codes précis, donc nous allons utiliser des guides de construction. Les guides de construction, c'est très très utile quand on démarre un projet dans SketchUp et on les crée grâce au petit outil mètre qui est en forme de mètre ruban logiquement. Je clique dessus. Comment marchent les guides? C'est simple, vous faites un clic sur une ligne et vous bougez et vous avez créé un guide parallèle à cette ligne. Un clic, un clic, un clic, un clic, un peu comme d'habitude dans SketchUp. Une remarque en plus, ne cliquez pas dans les angles. Si vous cliquez dans les angles, vous allez faire ce qu'on appelle des guides de points. Et les guides de points, ça n'est pas pareil et c'est pas très pratique. Nous ne nous en servirons pas. Donc, cliquez bien à l'intérieur d'une ligne. Donc là, je vais annuler mes guides, donc CTRL Z ou Pomme Z si je suis sur Mac. Voilà. Et c'est parti. Je vous prie de m'excuser. Pour notre dessin. Donc nous avons ici les arêtes du toit qui représentent la direction qui nous intéresse. Je prends l'outil mètre ruban, un clic sur mon arête. J'ai maintenant un guide parallèle que je vais venir caler dans l'angle de la base du toit. Pareil de l'autre côté, un clic sur mon arête parallèle, puis je viens chercher l'angle de la base du toit. Je peux également mettre une cote précise comme on l'a fait pour tout le reste, comme pour les rectangles, comme pour les lignes. Un clic sur la base du toit, la base de ma maison, je vais vers le haut, je clique, j'ai la flèche bleue, ça me va bien, et je tape 5M. Je peux également par exemple mettre un guide ici, donc pour faire la largeur de mon extension, un clic là, je bouge vers la droite, je suis à la flèche verte, ça me va bien, je clique et je vais taper ce coup-ci 320 cm. Vous avez vu que des fois je mets des unités, des fois j'en mets même pas. C'est pas forcément indispensable de mettre l'unité. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais cliquer ici à la base et monter à 220 cm. Donc par exemple là je vais taper 220 sans l'unité, comme l'unité de base est le centimètre, ça marchera très bien. Voilà, je vais mettre maintenant la pente du toit qui est ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je viens rechercher soit le guide, soit la ligne du toit, un clic, et j'amène mon guide parallèle au croisement des deux guides précédents, un clic. Un tout petit peu plus compliqué, du moins en apparence, monter mon guide ici à la bonne hauteur. Parce que si je monte et que je tape par exemple 13 cm, je ne suis pas tout à fait sur la même épaisseur que ici. Parce qu'en fait 13 cm, ça n'est pas la perpendiculaire, c'est cette ligne ici. Donc je ne vais pas faire comme ça, je vais annuler. Je vais cliquer là et je vais l'obliger à monter de 13 cm sur l'axe bleu. Seulement là, il ne veut pas trouver le pointillé bleu. On n'y arrive pas. Donc comment est-ce que je fais? Je vais utiliser mon clavier. Avant d'avoir cliqué, je vais appuyer sur la flèche du haut de mon clavier qui va me bloquer automatiquement sur l'axe bleu. Vous voyez que j'ai maintenant le pointillé bleu qui me sert de référence. Et là, je tape 13 cm et je valide. Une fois que c'est fait, je vais rajouter un dernier guide ici en cliquant sur cette ligne que je vais placer sur le vert à 50 cm pour avoir vraiment le même débord de toit ici que ce que j'ai ici. Tous mes guides sont maintenant en place. Je vais aller m'en placer les mêmes de l'autre côté. Donc un clic ici, un clic dans l'angle. Un clic ici, un clic dans l'angle. Ah, là, mon guide n'a pas démarré, je l'ai raté, donc je recommence. Un clic, je viens chercher mon angle. C'est pas la peine de s'acharner sur un guide qui ne part pas. Un clic ici à la base, et je clique ici et je tape mes 500. Comme ça, tout est prêt. Et j'ai plus qu'à prendre mon outil ligne et à repasser tous ces guides. Je prends l'outil ligne, un clic sur mon point de départ, je bouge un peu ma souris, un clic sur mon point d'arrivée, un clic sur mon point d'arrivée, et j'enchaîne comme ça très facilement mes lignes. Voilà, pareil de l'autre côté, je vais de l'autre côté, un petit peu plus de traits à faire naturellement, un clic sur le point de départ, je bouge un peu la souris, je clique, je bouge un peu la souris, je clique, je bouge un peu ma souris, je clique, et pareil ici, un clic sur mon point de départ, je bouge un peu ma souris, je clique, ainsi de suite, je clique, je clique. Vous avez vu que les guides sont aimantés, que ces petites croix rouges sont bien pratiques. Voilà. Une fois que c'est fini, il va falloir que je nettoie un peu certains bouts de trait, mais avec ces guides au milieu, ça ne devient pas très pratique.
Je pourrais prendre la gomme et gommer mes guides un par un, mais ça risque d'être un peu long. Donc je vais plutôt aller dans le menu Modifier et choisir l'option Supprimer les guides, qui les nettoie tous d'un coup. Ce qui me permet de voir déjà que là j'ai oublié une ligne, donc je vais annuler et redessiner le bout de ligne que j'ai oublié. Un clic, voilà. Je refais édition, supprimer les guides. Et vous voyez qu'ici, j'ai juste un petit coup de gomme à mettre là pour nettoyer mes traits. J'hésite pas à tourner un peu autour pour valider. Tout cela m'a l'air très bien, on va pouvoir passer à la mise en volume. Voilà, notre dessin de base, notre plan de façade finalement est en place. Donc nous allons pouvoir mettre tout ça en volume. Pour l'essentiel, des poussées tirées assez simples, mais quelques manipulations, notamment avec le déplacé, qui vont être un petit peu plus techniques, que nous allons essayer ensemble. Donc je vais travailler un peu mon angle de vue. Et pour commencer, je vais faire un premier poussé tiré ici, un clic, et je tape ma longueur de 400 cm, donc 400. Ensuite, je vais faire un clic sur mon toit. Vous avez vu que quand je clique et que je bouge, il s'arrête naturellement ici. C'est pas grave, je clique. Et après, je reclique, je rebouge et je tape mes 50 cm pour la largeur. Si vous regardez bien, vous verrez qu'ici, il y a un bout de trait en trop que je peux venir gommer. Si tout va bien, il n'y aura pas de défaut. Si je tourne un peu, je vois qu'il y a d'ailleurs un autre bout de trait ici à nettoyer. C'est souvent avec le poussé tiré qu'il faut faire un peu de nettoyage. Pareil ici, je prends mon poussé tiré, un clic, et je tape mes 50 cm. Et de l'autre côté, pareil. Normalement, si je double-clique, sans taper la valeur, il devrait revenir exactement comme les 50, le dernier que j'ai fait. Très bien, les débords de toit sont pas mal. La dernière étape un petit peu plus complexe, c'est de représenter cette partie-là. En fait, si vous regardez sur le plan, vous voyez qu'ici c'est en pente, c'est penché, c'est une forme un peu classique dans les Alpes notamment, puisque le modèle vient d'une maison près de Chambéry. Donc nous allons représenter ça. D'abord, nous allons marquer ici la ligne de la base du toit. Une bonne solution, c'est tout simplement de recommencer comme tout à l'heure. Je prends l'outil guide, un clic ici, je bouge vers le haut, je clique et je tape 13 cm. Et après, avec l'outil ligne, je fais un clic. Pareil de l'autre côté. On aurait pu le faire en direct tout à l'heure, je trouve ça plus pratique dans ce sens-là. Un guide, hop, 13 cm. Et l'outil ligne, un clic. C'est pas la seule méthode qui fonctionne, mais celle-ci a l'avantage d'être assez facile et pratique. Avec l'outil gomme, je nettoie les guides qui ne m'intéressent pas. Dernière partie, ça va faire la pente du toit ici. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Nous allons utiliser l'outil déplacer. La première chose est d'assurer que rien ne soit sélectionné. La bonne méthode, c'est quoi? Je prends l'outil sélection et je clique dans le vide pour tout désélectionner. Ensuite, je prends l'outil déplacer et avec un clic, je clique sur l'angle du toit en haut. Et vous allez voir qu'en cliquant, l'angle du toit va bouger naturellement sur l'axe rouge. Et je vais aller vers l'intérieur, recliquer et taper 50 cm pour ramener ma pente de toit. Voilà, je trouve que 50 cm c'est pas beaucoup. Je vais annuler et recommencer. Je vais mettre 1 mètre. C'est pas mal, ça me plaît bien. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends l'outil déplacer, un clic sur l'angle de mon toit, je bouge un petit peu vers l'intérieur, je reclique et je tape 1 mètre. Voilà qui est pas mal, ça me plaît bien. Le volume de la maison commence à être typé, ça n'est plus n'importe quelle maison. Nous allons pouvoir passer à la suite. Ma foi, notre maison commence à avoir un peu de caractère. On va maintenant pouvoir rajouter les portes et les fenêtres, ce qui va nous permettre d'essayer une notion bien pratique dans SketchUp, les composants. Alors, les composants, c'est très très utile et en plus, il y a un petit côté magique que personnellement j'aime beaucoup. Mais avant ça, on va se mettre quelques guides pour repérer le positionnement de nos fenêtres et de nos portes. Donc avec l'outil guide, le mètre ruban, on va commencer par placer un guide à 80 cm du sol pour l'allège. Un clic, je monte et je tape 90 cm. La hauteur de mes fenêtres sera de 135 cm, donc un clic, je vais vers le haut, 135 cm, et je fais pareil pour les autres faces. Par exemple ici, j'ai pas besoin de ressaisir les cotes, un clic et je viens attraper mes guides. Un clic, j'attrape mes guides. De ce côté-ci, par contre, il va falloir que je ressaisisse à nouveau. Un clic, je monte à 90, un clic, je vais à 135 cm. Voilà pour la hauteur de mes portes et de mes fenêtres. Je vais maintenant positionner quelques angles pour pouvoir les placer efficacement. Ici, elle sera à 140 cm de ce bord-là, donc un clic, je bouge un clic, 140. Voilà, sur cette face, elles seront à 124 des arêtes des deux côtés. Un clic, 124, 124. Pareil de l'autre côté, un clic, 124. Et de l'autre côté, je vais mettre aussi un décalage de 118 cette fois-ci.
Voilà pour mes fenêtres. Ah ben non, il y a les fenêtres du deuxième étage qu'il ne faudrait pas que j'oublie, ce serait regrettable. Donc je vais commencer par me placer un guide ici au milieu, puisque c'est le point milieu du toit qui m'intéresse, et un guide à une hauteur de 355. Voilà, pareil de l'autre côté. Un clic, je viens chercher ici le point milieu de mon toit et une hauteur de 355. Mes guides sont bien tous en place, je vais pouvoir dessiner mes fenêtres. Pour ce faire, je vais juste dessiner un rectangle très simple que je complexifierai par la suite. La largeur de mes fenêtres est de 120 cm. Je prends l'outil rectangle, un clic, pas besoin de m'occuper de la hauteur puisque j'ai mis un guide, je clique. Et je vois que c'est la deuxième cote qu'il faut que la première cote qu'il faut que je change, donc je tape 120 et voilà ma fenêtre à la bonne taille. Avec l'outil sélection, je vais sélectionner ma fenêtre et rien que ma fenêtre. Si je fais un clic, je sélectionne la surface, mais pas les traits qui vont avec, ça ne me suffit pas. Donc je vais faire un double clic. 1, 2. Vous avez vu, le double clic sélectionne la surface et les arêtes qui vont avec. Et d'ailleurs, pour compléter, si j'avais triple clic, c'est-à-dire 1, 2, 3, j'aurais fait 1, 2, 3, j'aurais sélectionné la totalité du modèle. Un clic, rien que la surface, double clic, la surface et les arêtes, triple clic, tout le modèle. Mais là, il n'y a que la surface qui m'intéresse, donc double clic. Et là, je vais créer un composant tout de suite. Avec un clic droit, je choisis l'option créer un composant. Dans cette fenêtre créer un composant, il y a pas mal d'options, mais il y en a deux qu'il faut vérifier à tous les coups. C'est le nom, donc je vais l'appeler fenêtre, pas très original mais efficace. Et je vais vérifier absolument à chaque fois que la case remplacer la sélection par le composant est bien cochée. C'est important. Le reste des options est optionnel, elle se règle un peu toute seule quand on en a besoin. Ici, comme j'ai dessiné ma fenêtre sur une surface, l'option découper l'ouverture est déjà cochée et c'est très bien, vous verrez après pourquoi. Je fais créer. Maintenant que mon composant est créé, je vais le dupliquer partout où j'ai des fenêtres identiques, c'est-à-dire là où j'ai mis mes guides. Dupliquer dans SketchUp, c'est comme déplacer à un détail près. Si je prends l'outil déplacer et que je clique sur ma fenêtre, alors moi je choisis toujours un angle, je trouve ça plus pratique, et que je bouge, je déplace ma fenêtre, mais je ne garde pas sa position originale. Or, je veux garder une fenêtre sur l'emplacement de départ. Je vais donc, en plus d'avoir commencé à bouger, avant de faire mon deuxième clic, appuyer une fois sur la touche dupliquer. La touche dupliquer, c'est la touche CTRL sur un clavier PC et ALT sur un clavier Mac. Donc sur PC, j'appuie sur CTRL, sur Mac, j'appuie sur ALT une fois. Vous voyez que maintenant, je bouge toujours ma fenêtre, mais en plus, je garde l'original. Si j'appuyais à nouveau sur ma touche dupliquer, donc CTRL ou ALT, je reviendrai à la situation précédente. Donc là, CTRL pour déplacer. Et quand je duplique, ce qui est très intéressant, c'est que si je passe sur une face, il va reconnaître la face et s'orienter en conséquence. Et ça, c'est très pratique. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que je trouve la face qui m'intéresse. Une fois que la face est reconnue, je clique. Et ensuite, j'attrape ma fenêtre pour la ramener sur sa position de base. Je duplique ma fenêtre, je l'emmène sur sa position au niveau des guides. Remarquez ici que j'ai choisi précisément mon angle. J'ai cliqué sur cet angle-là avec l'outil déplacer pour l'emmener en dupliquant, donc la touche CTRL ou ALT, sur l'angle opposé. Et je recommence, je clique sur ma fenêtre, je fais ma touche dupliquer, CTRL ou ALT, je reconnais ma face, quand la face est reconnue, je clique, et ensuite j'attrape un point précis, ici le milieu de ma fenêtre, et je l'emmène sur mon guide avec l'outil déplacer. Et je recommence, je clique, j'appuie sur ma touche dupliquer, donc ALT sur Mac, CTRL sur PC, je repère ma surface de fenêtre, un clic, et après, avec l'outil déplacer, je reclique dans mon angle et je viens le caler sur ma surface. Reste plus qu'une fenêtre à placer. Ici, donc, je la duplique. Un clic, CTRL ou ALT. Je la pose sur la surface et une fois de plus, avec l'outil déplacer, j'attrape le milieu de ma fenêtre et je viens le caler sur mes guides. Et voilà, mes fenêtres sont toutes en place de façon très précise. Je vais pouvoir répéter l'opération pour faire mes portes. Donc je vais me placer quelques guides. Le premier guide ici, c'est un guide à 223 cm de ma fenêtre. Un clic, deux clics, 223. Je vais faire une épaisseur de 90 cm pour cette porte, donc 90. Et de l'autre côté, je vais juste me mettre un guide de repère à 254 cm ce coup-ci de la fenêtre. Un clic, je clique, 254. J'aurai également une porte-fenêtre à positionner qui est à 137 cm de ce côté. Un clic, deux clics, et je place mon guide à 137 cm. Voilà, les guides commencent à vous être vraiment très familiers. Je vais prendre l'outil rectangle et tout simplement me dessiner une porte avec un rectangle de bas en haut. Je vais sélectionner ma porte avec l'outil sélection et un double clic, 1, 2, et faire créer un composant.
que je vais appeler bien entendu porte. Je vérifie que mes cases soient bien cochées, surtout celle-ci, et je fais créer. Et comme tout à l'heure, je le duplique, un clic, la touche Alt ou CTRL. Je viens repérer la face de l'autre côté, je clique dessus, et une fois que je suis sur ma face, après je le redéplace sur son angle. Je vais en profiter pour me dessiner ma porte-fenêtre. Un clic avec l'outil rectangle, je bouge, je reclique. Alors là, il y a un guide qui doit être mal placé. Non, c'est parfait. Là, je vérifie, la hauteur de 125 va bien, donc c'est la première cote qu'il faut que je change, donc je tape 120 cm. Et par acquis de conscience, je vais faire un double clic sur ma porte-fenêtre et créer un composant porte, devinez quoi, fenêtre. La case est cochée, je fais créer. Je vous avais promis un petit côté magique pour vos fenêtres, vous l'attendez peut-être un peu, le voilà qui arrive. On va essayer de modifier maintenant le design de nos fenêtres. Le problème, c'est que si vous prenez par exemple l'outil pousser-tirer et que vous essayez de cliquer dessus, vous voyez qu'il ne va pas vouloir vous modifier vos fenêtres. Il y a même des fois où vous allez avoir un petit panneau sens interdit. Alors, pour modifier une fenêtre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un composant, c'est comme une boîte, et que si vous ne rentrez pas dans la boîte, vous ne pouvez pas modifier son contenu. Pour modifier le contenu de cette boîte, vous prenez l'outil sélection, et vous double-cliquez sur votre fenêtre. 1, 2. Et là, vous voyez qu'il y a des petits pointillés qui arrivent, vous voyez que tout le reste est grisé, vous êtes à l'intérieur de la fenêtre. On va même d'ailleurs aller encore un peu plus loin pour travailler notre dessin. On va aller dans le menu Afficher, et dans le menu Afficher, on va aller dans l'option Modification du composant et lui dire masquer le reste du modèle. Et hop, tout ce qui n'est pas le composant a disparu, ce qui est beaucoup plus pratique pour travailler. Je vais zoomer un peu dessus et on va venir faire un peu notre design. La première étape, c'est qu'on va donner un peu de profondeur à notre fenêtre. Donc on va prendre l'outil pousser-tirer et faire un pousser-tirer de 15 cm. On va supprimer la face qui est ici. Avec un clic droit, je fais effacer. Et si vous regardez bien, vous voyez que maintenant c'est tout bleu à l'intérieur. Et moi, je n'aime pas le côté bleu. Donc je vais sélectionner tout mon objet, outil sélection 1, 2, 3 clics. Et avec un clic droit, je vais inverser ma face. Hop là. C'est déjà mieux. Et maintenant, je vais faire un peu le cadre de ma fenêtre. Donc je vais d'abord lui mettre un cadre, puis je vais dessiner les deux battants à l'intérieur. Je vais prendre l'outil décalé, un clic. Et alors, l'outil décalé, je ne vous en ai pas encore parlé. L'outil décalé qui est ici, vous voyez, permet de décaler le tracé d'une surface vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Je prends l'outil décalé, je clique sur ma surface, un clic, et je bouge vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Vous voyez que ça me décale le tracé. Donc moi, je vais aller vers l'intérieur, recliquer et taper 5 cm. Ensuite, je vais prendre mon pouce-tiré et faire un petit pouce-tiré de 3 cm. Voilà qui est pas mal. Je vais maintenant dessiner rapidement le cadre, les volets, enfin les battants de ma fenêtre. Je prends l'outil rectangle, un clic dans l'angle qui est ici, je n'hésite pas à zoomer, point vert, et je vais venir repérer ici le petit point bleu clair en bas pour être bien au milieu. Et rebelote, je vais prendre mon outil décalé. Je prends l'outil décalé, un clic sur ma surface, je vais vers l'intérieur, je clique 5 cm, et si je double-clique sur l'autre, ça va refaire exactement le même décalage, 1, 2, ce qui est bien pratique. Et ce double-clic fonctionne aussi avec le pouce-tiré. Si je prends le pouce-tiré et que je double-clique ici, 1, 2, 1, 2, il fait le même pouce-tiré que tout à l'heure. Et si je ressors du composant, je prends l'outil sélection et je clique dans le vide, eh bien c'est là où arrive la magie. C'est que si vous tournez autour, toutes vos fenêtres ont été faites en même temps. Et là, vous commencez à gagner en efficacité et en vitesse de travail. C'est vraiment très pratique, les composants, quand on a un élément répétitif, comme une fenêtre. Eh bien, on va plus qu'à refaire la même manipulation pour nos portes. Je double-clique sur ma porte. Vous avez vu que le côté masqué est déjà activé. Je pourrais le désactiver en allant dans l'affichage, modification composant et le décocher, mais je vois pas bien l'intérêt. Je prends le pouce-tiré. Je fais mon pouce-tiré de 15 cm. Je supprime la surface qui est là, effacer. Je sélectionne tout, j'inverse mes faces, ça sera plus joli. Et avec un petit pouce-tiré, je vais commencer par mettre une épaisseur en bas pour faire une marche de 10 cm. Ensuite, je vais dessiner le cadre de ma porte. Alors, il y a une particularité à la porte, c'est que contrairement à la fenêtre, le cadre n'est pas en bas. Le cadre est que sur les parties horizontales et sur le sommet. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Je vais me contenter de ne sélectionner que le contour. Pour sélectionner juste le contour, je prends l'outil sélection, je clique sur ma première ligne, et ensuite je viens cliquer sur la suivante en maintenant la touche Shift ou majuscule, enfoncer. Un clic,
2 clics. Je n'ai sélectionné du coup que les arêtes du contour. Je prends mon outil décalé, un clic et je bouge vers l'intérieur. Je clique et je tape mes 5 cm. Et je fais mon petit pouce étiré. 3 cm. Ensuite, je vais faire le design de ma porte. Alors là, je vais faire un design en 3 parties, très simple. Hein. Et pour faire un design en 3 parties, pour répartir, je vais faire une option que j'aime bien. Je vais sélectionner la ligne qui est là. Et avec un clic droit, je vais la diviser en 3 morceaux. Pour ça, je tape 3. Ce qui fait que maintenant, ma ligne est coupée en 3 bouts. Vous voyez, un bout, 2 bouts, 3 bouts. Ce qui va me permettre de faire l'action suivante. Je prends l'outil rectangle, je vais me mettre par derrière, ce sera plus facile. Je clique dans l'angle qui est là et je viens chercher le point vert ici qui représente le premier bout. 1 tiers, 2 tiers, et voilà. Comme ça, c'est pratique. Ensuite, je prends l'outil décalé, un petit décalage vers l'intérieur ici. Je vais taper 10 cm ce coup-ci, et je le répète, double-clic sur les autres surfaces. Voilà, je vais gommer et je vais juste faire un petit pouce étiré ensuite, ici. Toujours pareil, je double-clique et je vais gommer ces traits qui ne me servent plus. Voilà un petit design de porte très simple mais efficace, en 3 clics. Et si je ressors du composant, vous voyez que ça s'est tout adapté, la marche, tout est bien. Dernière étape, je refais à peu près la même chose pour ma porte-fenêtre, une fois de plus. Je double-clique, je fais mon petit pouce étiré de 15 cm, clic droit, je supprime la face, effacer. Je vais faire ma petite marche, hop, de 10 cm. Je sélectionne tout, 1, 2, 3 clics, j'inverse les faces. Je sélectionne avec l'outil sélection et la touche majuscule 1, 2, 3 arêtes. Je fais mon petit décalé, hop, de 5 cm. Un petit pouce étiré de 3 cm. Hop là. Et puis là, je vais faire la même chose que pour les fenêtres. Outil rectangle. Un clic sur l'angle qui est là. J'attrape le point milieu là-haut. Hop là, voilà qui est magnifique. Et puis je fais mon petit décalé à nouveau. Hop, 5 cm. Un petit double-clic ici, ça va plus vite. Pouce étiré, double-clic, 1, 2, 1, 2. Et voilà une magnifique porte-fenêtre. Alors, nous allons maintenant rajouter des poutres et une cheminée pour affermir un peu le caractère de notre maison. Mais avant toute chose, je me propose de supprimer tous ces vilains guides. Comment est-ce que je fais? Souvenons-nous, le menu modifier, et dans le menu modifier, j'ai un bouton supprimer les guides, tout simplement. Alors, pour le dessin de ma cheminée, il va falloir que je prenne une précaution qui consiste à mettre la maison dans un groupe. Parce que si je dessine la cheminée directement sur la maison, je vais avoir des mauvaises surprises. Je fais justement ici un contre-exemple, ce qu'il ne faudrait pas faire. Je prends l'outil ligne, je dessine ma cheminée, donc un trait sur l'axe bleu. Ensuite ici, je cherche l'axe vert, j'ai un peu du mal des fois, il ne faut pas hésiter à zoomer. Voilà. Je redescends, je referme et je fais un petit pouce étiré. Hop là. Donc jusqu'ici c'est pas très dur, mais il y a un moment où je vais vouloir la déplacer cette cheminée. Et si je sélectionne rien que la cheminée et que je la déplace, c'est là où on court le risque d'abîmer, vous voyez, le dessin de notre maison. Et ce serait dommage, vu le soin qu'on a pris à mettre des cotes précises. Donc plutôt que de dessiner directement la cheminée, il est important de créer un groupe avec cette maison. Alors je vais commencer par me débarrasser de Sophie qui va me gêner un peu. Un clic droit, j'efface Sophie. Voilà. Créer un groupe, c'est comme pour créer un composant en fait, c'est quasiment pareil. Si je fais 1, 2, 3 clics avec l'outil sélection sur la maison, je sélectionne toute la maison, mais ni les portes ni les fenêtres, et c'est dommage. Donc je vais plutôt faire un cliquer glisser avec l'outil sélection pour faire un rectangle de sélection qui recouvre toute ma maison. Comme ça, j'ai tout pris. Et avec un clic droit, je dis créer un groupe. Le groupe, c'est un peu la même chose que le composant, vous voyez. Si je double-clique dedans, je peux le modifier un petit peu comme le composant. À la différence que si je duplique un groupe, il reste unique, alors que si je duplique un composant, comme on a eu le cas pour les fenêtres, les composants sont tous identiques. Le groupe est destiné à être unique, le composant est destiné à la répétition. Je vais maintenant pouvoir dessiner tranquillement ma cheminée en prenant l'outil ligne et en y allant. Une première ligne ici sur l'axe bleu que je vais monter à 135 cm. Ensuite ici je fais une ligne sur l'axe vert, hop là, que je vais mettre à 38 cm. Puis je redescends bien sur l'axe bleu jusqu'au trait en bas. Là vous voyez que ça ne se referme pas parce qu'il faut que je rajoute le dernier trait en bas. Comme il y a des groupes, les traits ne sont plus en commun. Ma surface de cheminée est faite, je vais pouvoir la pousser tirer à 38 cm. Voilà. Je vais sélectionner ma cheminée et créer un groupe.
L'intérêt, c'est que maintenant je peux déplacer ma cheminée comme je veux, elle n'a plus de risque de se mélanger avec le toit de la maison et donc de l'abîmer par inadvertance. Moi en général ce que je fais, c'est que je viens cliquer plutôt, je sélectionne à l'avance bien sûr mon groupe, et je viens cliquer dans l'angle de la maison, comme ça je peux suivre les lignes de la maison, ce qui me simplifie la vie pour mon déplacement. Là je vais me déplacer à 150 cm. Voilà pour la cheminée. Après la cheminée, les poutres. Alors, je vais dessiner ma poutre. Je vais prendre l'outil rectangle et me dessiner un rectangle. Un clic, deux clics. Je vais lui donner une hauteur de 40 cm, point virgule, une largeur de 10 cm. Objet que je vais pousser tirer, là, sur l'alignement de mon toit. Je vais prendre l'outil sélection et avec 1, 2, 3 clics, je sélectionne ma poutre. Pas le reste, parce que le reste est isolé dans des groupes et des composants. Je vais faire un clic droit et maintenant il faut que je choisisse est-ce que je fais un groupe, est-ce que je fais un composant. Contrairement à la cheminée, la poutre va se répéter. Donc je vais plutôt choisir l'option créer un composant. Je choisis un nom à ma poutre, donc je vais l'appeler poutre A. Et je vérifie bien que remplacer la section par le composant est coché. Le reste n'est pas coché parce que je n'en ai pas l'utilité dans ce cas présent. Je crée ma poutre. Voilà. Je vais maintenant pouvoir la dupliquer de l'autre côté. Je prends l'outil déplacer. Un clic dans l'angle ici, la touche dupliquer, je me souviens bien, c'est CTRL si je suis sur PC, ALT si je suis sur Mac, et je viens la poser ici dans l'angle. Alors là, je vais faire une petite manipulation qui pour l'instant ne sert pas à grand chose, mais qui prendra toute sa valeur tout à l'heure. Avec un clic droit, je vais dire à cette poutre, retourner le long de l'axe vert. C'est-à-dire que j'ai mis ma poutre en symétrie par rapport à l'autre le long de l'axe vert. Pour l'instant, ça ne change rien parce que mes poutres sont parfaitement identiques. Mais regardez si je viens modifier l'une de mes poutres avec un rectangle et que je fais un petit dessin ici. Mon élément est maintenant en symétrie. Donc là, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose, mais dans quelques minutes, ça va prendre toute sa valeur. L'étape suivante va être de dupliquer ma poutre pour faire les descentes de poutres ici et ici. Comment est-ce que je vais faire? Je vais commencer par positionner un guide. Je vais prendre l'outil guide, cliquer ici pour faire un guide, et ce guide, je vais venir voir quelle distance il parcourt si je clique ici. En fait, je n'ai pas cliqué, j'ai juste... Et là, je vois qu'il me dit ça fait 213 cm. Comme ma poutre fait 40 cm de haut, je vais enlever 40 cm à cette distance. Je vais donc taper 173 cm. L'intérêt est que maintenant, si je duplique ma poutre de cet angle-là jusqu'à l'angle-là, je serai parfaitement aligné sur mon mur. Donc je sélectionne ma poutre. Je prends l'outil déplacer, j'appuie sur ma touche dupliquer, CTRL ou ALT, et je clique dans l'angle, et je viens chercher mon guide. Et là, je lâche ma souris. Pourquoi est-ce que je lâche ma souris? Parce que dès que j'ai fini ma duplication, je vais taper directement sur mon clavier, divisé par 3, barre oblique 3. Je valide avec Entrée, et regardez, hop, il a réparti mes copies équitablement le long de ma duplication. Il faut vraiment... C'est une option qui est très pratique. Je vais recommencer de l'autre côté. Je prends l'élément, je le sélectionne, je prends l'outil déplacer, un clic dans mon angle en haut à droite, j'appuie sur la touche dupliquer, je viens me positionner sur le guide et tout de suite après mon clic, je tape diviser par 3. Et voilà mes poutres bien réparties. Le défaut, c'est le dessin qui est ici, nous en occuperons dans un troisième temps. Je vais gommer cet élément, le guide, qui ne me sert plus. Avant d'aller plus loin, je vais dupliquer ces poutres de l'autre côté. Je vais les sélectionner avec la touche majuscule enfoncée. 1, 2, 3, et voilà. Prendre l'outil déplacer, cliquer sur l'angle qui est là, appuyer sur la touche dupliquer et venir chercher l'angle qui correspond ici. Comme ça, mes poutres sont toutes en place. On va maintenant modifier ici le design de la poutre. La petite difficulté qui se pose à moi, c'est que si je viens modifier le design de cette poutre-là, par exemple que je fais un truc comme ça, là, c'est ce que je vais faire, mais en plus précis, ça modifie le design de toutes mes poutres, y compris les deux poutres du sommet ici, qui ne doivent pas changer, puisqu'elles sont déjà bien dessinées. Donc, avant de modifier le design, il va falloir que je fasse une opération intermédiaire. Parce que ma difficulté est la suivante. Chaque composant est identique à tous les autres. Donc, si j'en modifie un, je modifie tous les autres. Je vais donc devoir différencier les 4 composants du sommet, les 4 poutres du sommet du toit de toutes les autres. Pour ce faire, je vais les sélectionner avec la touche majuscule. 1, 2, 3 et 4. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, avec un clic droit, je vais dire « Rends-les uniques ». Je les rends uniques, c'est-à-dire que je les différencie des autres. En apparence, ça n'a rien changé, mais si je regarde le nom de mes poutres avec l'option Info sur l'entité,
Info sur l'entité, je l'obtiens en faisant un clic droit sur la poutre et en disant info sur l'entité. Je vois que les poutres que je n'ai pas rendues uniques s'appellent toujours poutre A. Par contre, si je sélectionne une poutre rendue unique, elle s'appelle maintenant poutre A-1. Elles ont changé de nom. D'accord? D'ailleurs, ce nom ne me plaît pas, je vais les appeler poutre B. Voilà. Donc j'ai maintenant 4 composants poutres identiques ici et 6 autres composants poutres ici. Ce qui va me permettre de pouvoir modifier le dessin d'un de mes composants. Je vais double-cliquer dessus et faire motion. Mon problème, nouveau petite difficulté, c'est que je ne vois plus le toit pour faire le dessin bien propre de ma poutre. Donc, pourquoi je ne le vois pas? Parce que tout à l'heure, dans le menu affiché, quand j'ai fait mes portes et mes fenêtres, j'ai été cocher l'option modification du composant, masquer le reste du modèle. Eh bien, je vais la décocher, ce qui fait revenir mon toit. Comme ça, avec l'outil Ligne, je peux très tranquillement venir redessiner, hop, le petit bout de cale, le pousser tirer à la bonne distance et éventuellement nettoyer les traits qui ne me vont plus. Donc, j'ai ici mes poutres qui sont bien propres, celles-ci n'ont pas changé. Et souvenez-vous de l'option retourner le long de l'axe vert qu'on a fait tout à l'heure de façon prévisionnelle qui ne nous servait pas. Et bien maintenant, elle prend toute sa valeur puisque mes poutres sont du coup en symétrie de l'autre côté. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu des poutres comme ça, retournées, inversées. J'aurais pu le faire à ce moment-là d'ailleurs. Voilà pour mes poutres. Le dessin de notre bâtiment, du moins pour le moment, est terminé. On va regarder un petit peu de plus près ce qu'on a fait. On a créé donc des volumes plus ou moins complexes. On a fait des groupes, des composants. Il y a d'ailleurs un moyen très pratique d'étudier la structure de notre élément. C'est une fenêtre dans le menu fenêtre qui s'appelle structure. La fenêtre structure, c'est intéressant. Vous voyez, elle vous affiche dans un texte l'ensemble des choses qu'on a dessinées. On retrouve la liste de nos composants poutres, vous voyez ici. D'ailleurs, on pourrait les sélectionner là, vous voyez, ça les sélectionne en direct sur ma scène. Je retrouve le groupe de ma cheminée qui est ici. Je peux même d'ailleurs, avec un clic droit, décider de modifier le nom pour l'appeler cheminée si j'en ai envie. Ça n'est absolument pas obligatoire. Et j'ai ici le groupe de la maison, à l'intérieur duquel, d'ailleurs, avec un petit plus, je peux voir qu'il y a d'autres éléments. D'ailleurs, je me rends compte maintenant que ce groupe de maison, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la cheminée et les poutres à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avec un clic droit, je vais éclater le groupe de ma maison et je vais tout sélectionner et recréer un groupe qui, cette fois, inclut les poutres et la cheminée. Voilà, c'est un peu faire et défaire, mais ça vaut le coup de ranger un peu les choses. Du coup, j'ai un groupe avec à l'intérieur toute ma structure. Voilà. Pour finaliser un peu ce dessin, on va rajouter un peu de couleur, parce que le noir et blanc, c'est bien, c'est même plutôt joli, mais un peu de couleur, c'est bien aussi. Dans SketchUp, l'outil qui sert à colorier les objets, c'est l'outil pot de peinture qui est ici. Un clic dessus me fait apparaître la fenêtre des couleurs. Là, voilà. Ma fenêtre de matière. Donc, sur PC, la fenêtre de matière a cette allure, sur Mac, elle est un peu différente. Alors, sur PC, l'idée est simple, vous avez un menu déroulant dans lequel vous sélectionnez différentes bibliothèques. Par exemple, je vais choisir la bibliothèque couverture pour trouver des tuiles. Et là, j'ai des tuiles en ardoise qui sont intéressantes. Si je mets un coup de pot de peinture direct, je vais tout peindre. Pourquoi? Parce que j'ai peint d'un seul coup la totalité de mon groupe. Donc si je veux peindre plus précisément, il faut que je prenne l'outil sélection et que je pense à double-cliquer pour venir modifier mon groupe et sélectionner les faces. Ce qui me permet maintenant de prendre mon pot de peinture et de peindre une par une les faces couleur tuile de mon toit. Voilà qui est pas mal. Hop là. Ensuite, je peux aller choisir dans une autre bibliothèque, par exemple la bibliothèque des couleurs Râle ou Pantone, que vous pouvez télécharger sur le site d'ADBO. Hop là. Je vais choisir une couleur Râle, tiens, par exemple celle-ci pour mes murs. Hop là, que je vais venir peindre tranquillement. Hop, comme ça. En maintenant la touche Alt sur Mac, CTRL sur PC enfoncé, je peux même peindre plusieurs faces d'un coup, mais là, j'en ai fait trop. Voilà. Je vais ensuite, pour finaliser la peinture ici, vous voyez, hop, je vais peindre ici en dessous, là. Et pour faire mes huisseries, je vais aller chercher une texture bois, par exemple, donc dans bois au début. Et c'est là où la touche CTRL sur PC Alt dont je vous parlais est intéressante. Vous voyez, si je maintiens CTRL enfoncé sur PC, Alt sur Mac, d'un seul clic, j'arrive à peindre toutes les petites parties ici qui restent, en dehors de mes groupes et de mes composants. Je vais d'ailleurs pouvoir double-cliquer du coup dans mes groupes, par exemple dans mes poutres, un double-clic. D'ailleurs, je vois que là, il y a un trait en trop que je vais gommer. Prendre ma touche
mon pot de peinture, avec la touche contrôle, je peins tout. Et du coup, tout est peint. Je double-clique dans mon autre poutre qui est ici. Et toujours pareil, avec la touche contrôle, parce que je suis sur PC, mais ça aurait été Alt si j'étais sur Mac, je peins la totalité de cette poutre. Voilà. Donc la peinture est pas mal. Donc ce qu'il faut bien repérer, en fait, c'est de bien penser à double-cliquer dans les groupes et les composants. Par exemple, la cheminée, je vais prendre la même couleur que celle qui est en bas. Pour récupérer une couleur, je peux prendre le pot de peinture et utiliser la pipette. Et là, c'est un petit peu comme sur Photoshop, pour ceux qui connaissent ce logiciel. En appuyant sur la touche pomme quand je suis sur Mac, Alt quand je suis sur PC, je transforme mon pot de peinture en pipette. Vous voyez, Alt ou pomme, pipette. Je le lâche, ça redevient normal. Donc en faisant la pipette, je clique sur mon mur et hop, j'ai resélectionné ma texture là, que je peux venir appliquer sur ma cheminée. Je vais maintenant pouvoir double-cliquer dans mes fenêtres pour les peindre. Je double-clique. Alors je vais aller chercher une couleur transparente pour les vitres. Donc je vais choisir dans la bibliothèque ici, translucide. Je prends ma couleur, je vais prendre celle-ci là, et un clic, deux clics pour peindre les vitres. Je vais peindre le cadre ici de la même couleur que la maison. Donc je prends mon pot de peinture, j'appuie sur ma touche pomme sur Mac, Alt sur PC, pipette, et je clique là. Et bien que je ne vois pas bien la couleur, regardez, elle est quand même sélectionnée. Donc je peux appliquer mon pot de peinture, hop, tout autour de ma maison. De la même façon, je prends la pipette et je viens cliquer ici sur mes briques, sur mes poutres pour récupérer ma couleur bois. Et avec la touche Alt sur Mac, CTRL sur PC enfoncé, je peins tout le reste du cadre. Ma fenêtre est faite, huisserie compris. Et j'ai plus qu'à m'occuper de mes portes. Donc je vais me faire la porte-fenêtre, toujours la même technique. Donc d'abord la couleur ici, ensuite je récupère le cadre. Donc avec la touche Alt ou pomme, le mur. Je peins ici l'intérieur de mes murs, hop là. Je viens chercher la texture bois, par exemple ici. Et avec la touche pomme, CTRL ou Alt enfoncé, je repeins la totalité de mon cadre. Et pour la porte, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais peindre dans la couleur du cadre ici le mur, et tout le reste, je vais le peindre en bois. Hop là. Et voilà. Vite fait, bien fait, un petit peu de couleur pour égayer un peu ce modèle et lui donner un côté un peu plus complet. Ce qui est important, notamment quand on travaille sur un permis de construire, puisque il faut donner des informations de couleur sur nos façades. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Alors pour finir un peu sur la bibliothèque de matière, là on s'est contenté de prendre les couleurs un peu vives. Si vous voulez retrouver la liste des couleurs utilisées dans ce fichier, il suffit de cliquer sur la petite maison qui est ici. En cliquant sur la petite maison, vous voyez apparaître la liste de toutes les couleurs qu'on a utilisées dans ce fichier. Vous me direz, mais d'où viennent donc toutes ces petites couleurs, rouges, tout ça? Eh bien, elles viennent du petit personnage de SketchUp qu'on avait au début, Sophie, qui avait ses propres couleurs, donc elles sont présentes ici aussi. Voilà un petit peu pour le travail de matière. Nous allons conclure un petit peu cette présentation de SketchUp là, de base par un peu de mise en scène autour de notre maison. Donc, on peut par exemple réutiliser les notions de base qu'on a déjà vues pour faire un petit bout de terrain autour. Donc, en utilisant par exemple un maximum l'outil rectangle, hop là. Donc, je fais des rectangles assez rapidement, hop, autour de ma maison. Hop là, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Hop, on va partir d'ici, ce sera plus facile. Voilà, c'est pas très précis, mais c'est pas très important là. Voilà. Je vais inverser les faces. Je vais redéfinir un peu mes zones. Par exemple, ici, je vais me faire un petit chemin d'accès à ma porte. Voilà, ici, je vais dire qu'il y a une zone différente. Du coup, je vais gommer un petit peu les traits qui sont là. Là, pareil, je gomme les traits. Et tiens, je vais prendre cet outil-là, arc de cercle, qu'on n'a pas essayé ensemble, mais qui est assez facile à utiliser. Vous faites un clic dessus, un clic sur un point. Vous allez chercher un autre point, un clic, et vous faites une courbe. Là, pour faire une petite partie en arc de cercle. Voilà, qui est pas mal. Ce terrain, je vais le peindre. Donc, je prends le pot de peinture. Alors, je vais désélectionner tout. Choisir, par exemple, ici une couleur dans couvre-sol. Prendre un style de sable ratissé très bien que je vais mettre ici. Ensuite, je vais prendre un style, par exemple, gravier que je vais mettre sur mon chemin d'accès. Voilà, qui est pas mal. Je vais mettre le même gravier ici sur mon espace terrasse. Et puis je vais aller chercher par exemple dans végétation une couleur d'herbe que je vais appliquer sur le reste de mon dessin. Tiens d'ailleurs je peux gommer le trait qui est là.
Voilà, de façon assez rapide et très simple, un petit sol autour. Pour compléter un peu cette mise en scène, je vais rajouter quelques composants faits par d'autres personnes que moi que je vais récupérer dans des bibliothèques. Il y a plusieurs solutions pour récupérer ces composants. La première, c'est d'aller dans le menu Fenêtre, Composants. Fenêtre, Composants. Qui me donne accès déjà à une petite bibliothèque de composants qui sont fournis de base avec SketchUp. Il n'y en a pas énormément, ils sont amusants. Donc par exemple, je peux prendre cet arbre ici et venir le planter. Alors il est un peu trop grand, je le redimensionnerai après. Voilà, je vais en planter aux 3 angles de mon terrain. Hop là, donc je le trouvais un peu trop grand, donc je vais prendre un outil qui s'appelle l'outil mise à l'échelle. L'outil mise à l'échelle, il est juste là. Je sélectionne mon arbre, je prends mise à l'échelle. Là, j'ai plus ou moins de poignées qui apparaissent. J'attrape une des petites poignées vertes et je bouge pour changer un peu la taille. Ce composant est un peu particulier, c'est un composant dynamique, mais ça n'a pas une grande importance. Hop là. Voilà, donc je redimensionne un petit peu mes arbres. Comme ça, en plus, ils n'ont pas tous la même taille, c'est plutôt bien. Voilà pour les arbres. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le composant ici intéressant? Vous pourrez fouiller vous-même, il n'y en a pas énormément, mais bon, c'est déjà un débat. Tiens, voilà une petite table de jardin, très très bien. Donc je prends ma petite table haute, je viens la poser dans mon jardin. Hop là. Et alors un autre truc qui est assez intéressant avec les groupes et les composants, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est quand je les survole avec l'outil déplacé, j'ai des petites croix rouges qui apparaissent. Et si je prends les croix rouges sur la face du sommet, je peux faire pivoter l'objet sur lui-même en cliquant dessus pour le réorienter rapidement, ce qui est très pratique. Voilà qui est pas mal. Autre solution, au lieu de prendre des composants de la bibliothèque, je peux aller en chercher sur Internet dans la banque de composants SketchUp qui est très importante. Et pour cela, il suffit de saisir une recherche dans la petite ligne de texte qui est ici, qui s'appelle banque d'images 3D. Je clique et par exemple, je vais taper un nom de voiture précis. Alors, je vais prendre, tiens, une Peugeot 208. Peugeot 208. Alors, pour ne pas faire de l'ombre aux concurrents, je vais citer 2 autres marques. Par exemple, la Renault Twingo et la Ford Focus. Voilà. Alors, si j'ai cherché un nom de voiture précis, ça n'est pas pour rien. C'est qu'une recherche sur Internet est souvent plus satisfaisante quand on est précis dans sa question. Vous voyez, là, j'ai des Peugeot 208 qui sortent. Je regarde un petit peu ce qu'ils me proposent. Tiens, cette bleue-là m'a l'air pas mal. Je fais un clic dessus. Il va me la charger depuis Internet. Et quand elle sera chargée, j'aurai plus qu'à cliquer une fois dans ma scène pour la poser. Donc, je viens là, j'attends de voir la voiture. Hop, et je clique sur mon sol. Un clic. Voilà. Et après, je peux redéplacer ma voiture. Je peux par exemple utiliser les petites croix rouges dont on a parlé il y a 5 minutes sur le sommet pour réorienter un peu mon véhicule et l'emmener ici. La qualité des composants qu'on télécharge sur SketchUp est très variable. Là, on a un composant qui est vraiment pas mal du tout, qui est lourd mais pas trop, et qui est plutôt bien modélisé, assez joliment en tout cas. Après, voilà, je connais pas par cœur la Peugeot 208, mais ça m'a l'air bien. Qu'est-ce que je pourrais télécharger d'autre? Tiens, je vais télécharger une boîte aux lettres. Allez, boîte aux lettres. Je valide ma recherche, il fait sa recherche sur Internet. Pouf, 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 pouf. Allez, mon grand. Et voilà, plein de boîtes aux lettres. Alors, qu'est-ce qu'on a de pas mal? Tac, tac, tiens, celle-ci m'a l'air bien, la boîte aux lettres by Xexter. Je clique dessus. Elle se télécharge assez vite, elle est plus légère que la voiture. Et je viens la poser. Elle est pas mal, sauf qu'elle est quand même un petit peu trop grande. Donc, je vais commencer par l'orienter comme il faut. Hop là, voilà. Et puis, je vais prendre mon outil mise à l'échelle. J'ai cette fois-ci plus de poignées. Je prends une poignée d'angle. Et hop, je retravaille ma taille de boîte aux lettres. Du coup, elle est un peu trop basse, donc je vais double-cliquer dedans avec l'outil sélection, et c'est un composant comme ceux que j'ai créé moi-même. Donc je peux sélectionner la partie haute de ma boîte aux lettres, et puis la redéplacer un petit peu vers le haut, comme si j'avais dessiné ça tout seul. Voilà, pour ma boîte aux lettres. Je pourrais rajouter plein d'autres détails, on va s'arrêter là. En plus des composants et de tout ça, il y a une autre solution intéressante pour la mise en scène, c'est ce qu'on appelle les ombres et les styles. Ce sont 2 points assez intéressants dans SketchUp. Dans SketchUp, en allant dans le menu Fenêtre Ombre, je peux régler des ombres réalistes, en sachant que, de base, l'axe vert qui est ici indique le nord. En cliquant sur le petit bouton carré en haut à gauche, là, j'active les ombres du soleil, vous voyez, et après, j'ai plus qu'à jouer ici, sur le mois, ou sur la date, pour régler ou l'heure, pour régler la date et l'heure. Et vous avez plusieurs façons. En cliquant ici, vous retrouvez le secteur très pratique et très familier des utilisateurs d'Internet. Voilà, donc je choisis un ombrage qui me convient. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc là, je suis à 14h18 le 9 décembre. Oui, c'est ça, le 9 septembre. C'est pas mal. Non, on est le 10 septembre, en fait. C'est à l'anglaise, là. Donc d'abord le mois, puis la date.
Donc les ombres, bah voilà, c'est très pratique. Autre réglage intéressant ici, éclaircir et foncer, qui me permet de jouer un petit peu sur la teinte de mon ombrage, plus ou moins net, plus ou moins fort. Et c'est intéressant parce qu'en mettant très peu de foncé, on arrive à des couleurs beaucoup plus justes par rapport à ce qu'on a mis dans SketchUp que celles qui sont ombrées, du coup qui changent selon l'angle de vue. Voilà, une fois que l'ombre est bien, bah je valide, je vais faire ça. Et pour finir, nous allons régler un petit style, option très intéressante dans SketchUp, la possibilité de voir notre fichier avec un rendu différent. Pour cela, je vais à nouveau dans le menu Fenêtre et j'active la fenêtre des styles. Alors des styles pour SketchUp, il y en a plein. Il faut fouiller un petit peu. Vous cliquez dans la petite bibliothèque qui est ici, et par exemple, vous allez dans, je sais pas moi, style assorti. Voilà, style assorti, très bien. Et là, vous voyez, vous avez différents styles, il suffit de cliquer dessus et de laisser un peu de temps à l'ordinateur pour avoir une vision très différente de votre image. Voilà. Dans le même genre aussi, bah, par exemple, si je retourne dans style par défaut, je retrouve les styles de base, on peut faire très simple. Vous avez aussi la possibilité de choisir des styles, par exemple dans arrête de croquis. Voilà, là encore, des styles très graphiques. Moi, je vais prendre peut-être celui-ci, fil de fer. Fil de fer, il est pas mal, j'aime bien. Le défaut de ce style fil de fer, même s'il me plaît bien, notamment avec les ombres, c'est qu'il n'y a plus de couleur. Et c'est là où cette barre d'outils avec des cubes que je vous ai montré tout à l'heure devient très intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle va nous permettre de retoucher nos styles. Par exemple, là je suis sur le style ligne cachée, c'est-à-dire avec les faces blanches et les lignes visibles. Et bien là j'ai un style, par exemple, ombre avec texture qui est avec la couleur. En cliquant dessus, hop, je retrouve la couleur. Ce qui fait que j'ai maintenant une petite image plutôt sympathique. Je peux travailler un peu mon angle de vue, voilà, qui présente un peu ma maison. Mon modèle SketchUp avec un style plus graphique, qui n'est pas désagréable. Voilà, bah écoutez, je trouve que le résultat est pas mal. Dans la suite du DVD, nous allons travailler de façon plus développée le design de la maison, notamment en se préoccupant aussi de la partie intérieure, en travaillant un peu plus avec des composants plus complexes, en mettant un terrain plus complet, ainsi de suite.